Alors, le chapitre 7, l'exercice 25. Alors, la vidéo sera pas comme les vidéos habituelles, parce qu'en fait, c'est la... Je sais pas combien de fois je la refais. Bref, peu importe, des soucis techniques. Et bon, la dernière, c'était pas mal, sauf que j'ai dû la faire en 2 fois. Et sur la première partie de la vidéo, il n'y avait pas de son. Donc, je vais pas la refaire une énième fois, tout est écrit. Je vais juste commenter ce que j'ai écrit sur le début. Donc, c'est les questions les plus, enfin, que j'estime être les plus simples, c'est-à-dire les questions 1, 2, 3 en fait. C'est pas les plus courtes, mais c'est pas les plus compliquées. La plus compliquée, c'est clairement la 4. Et elle, la vidéo, a priori, c'est bien faite. Donc, la deuxième partie devrait bien se passer. Donc, cet exercice 25 est un exercice récapitulatif du chapitre sur les suites de variables aléatoires. On a la situation suivante, donc on a une pièce que l'on lance, et si on obtient pile, eh bien la fois d'après on la lance 2 fois. Si on obtient face, la fois d'après on ne la lance qu'une seule fois. Et si à un groupe de 1 ou de 2 lancers, suivant les cas, on a fait pile, au moins une fois pile, et bien la fois d'après on relance 2 fois. Si jamais on a fait que des faces, la fois d'après on ne relance qu'une fois. La première question, avant tout ça, on nous définit 2 variables aléatoires, donc yi, le nombre de piles obtenues au ième groupe de lancer, et xi, la variable aléatoire qui vaut 1 si on a eu au moins une fois pile dans ce groupe de lancer, et 0 sinon. Première question, les variables xi sont-elles indépendantes? Donc, il suffit de regarder la probabilité que x2 soit égal à 0, sachant que x1 soit égal à 1. Si x2 est égal à 0, sachant que x1 est égal à 1, ça veut dire que donc on a fait pile au premier des 3 lancers, puisqu'il va y en avoir 3. Et donc comme on a fait pile au premier lancer, c'est le x1 égale 1, on va lancer la pièce 2 fois. Si x2 égale 0, c'est-à-dire que sur les 2 derniers lancers, on a obtenu face et face, ce qui se fait avec une probabilité de 1 quart. Donc la probabilité que x2 soit égal à 0, sachant que x1 est égal à 1, vaut 1 quart. Et si je regarde maintenant la probabilité que x2 soit égal à 0 aussi, sachant que x1 est égal à 0, si x1 est égal à 0, c'est-à-dire qu'au premier lancer j'ai obtenu face, et donc au deuxième groupe de lancer, je ne vais lancer la pièce qu'une seule fois. Si x2 égale à 0, c'est-à-dire qu'à ce deuxième lancer, j'ai obtenu une fois face, et donc là avec une probabilité de 1,5, puisqu'on a lancé la pièce qu'une seule fois. Si jamais x1 et x2 étaient indépendantes, eh bien la probabilité que x2 soit égal à 0 ne devrait pas dépendre de la valeur de x1, hein, et donc la probabilité que x2 soit égal à 0, sachant x1 égale à 1, devrait être égale à la probabilité que x2 soit égal à 0, sachant x1 est égal à 0. Et clairement, c'est pas le cas, puisque d'un côté on a un quart, de l'autre côté on a un demi. Donc les variables x1 et x2 ne sont pas indépendantes. Et comme x1 et x2 ne sont pas indépendantes, et bien globalement les xi ne le sont pas. Peut-être que dans le lot, il y en a certaines d'entre elles qui le sont, mais en tout cas, il y en a au moins 2 qui ne le sont pas. Donc ça nous permet de conclure que les variables xi ne sont pas indépendantes. Deuxième question, on va étudier le couple x1 x2. D'abord, la loi de x1, préciser son espérance et sa variance. Donc x1, je lance la pièce une fois, j'obtiens pile ou face. Si j'obtiens pile, eh bien x1 vaut 1. Si j'obtiens face, x1 vaut 0. Donc x1 de oméga, 0, 1. x1 suit donc une loi de Bernoulli. Paramètre de cette loi, le paramètre d'une loi de Bernoulli, c'est la probabilité que la variable aléatoire en question soit égale à 1. Et ici, la probabilité que x1 soit égal à 1 vaut 1,5. Donc x1 suit la loi de Bernoulli de paramètre 1,5. Et comme je connais mon cours, je sais que cette variable aléatoire admet une espérance égale à p, donc 1,5, et une variance égale à p multiplié par 1 moins p, donc 1,5 multiplié ici par 1,5 aussi, ce qui nous fait un quart pour la variance. La question 2a, finalement, c'est du cours. Deuxième question, y2 de oméga, x2 de oméga. Donc y2 de oméga nous donne le nombre de piles que l'on peut faire pour le deuxième lancer. Donc au deuxième groupe de lancer, soit je vais lancer la pièce une fois, soit je vais la lancer 2 fois. Donc au maximum, je vais la lancer 2 fois, ce qui fait que je pourrais obtenir aucune fois pile, une fois pile ou 2 fois pile. Donc y2 de oméga, c'est 0, 1, 2. x2 de oméga, l'énoncé est très clair. L'énoncé nous dit que xi ne prend comme valeur que 0 et 1, donc x2 de oméga, ça sera forcément 0, 1. Et donc,
en passant, hein, x2 de oméga va aussi suivre une loi de Bernoulli, mais dont on n'a pas encore le paramètre. Question C. Donnez la loi conditionnelle de y2 sachant x1 égale 0. Donc si je sais que x1 égale 0, c'est-à-dire que la pièce derrière, je ne vais la lancer qu'une seule fois. Donc forcément, je ne pourrai pas avoir y2 égale 2 dans ce cas-là. Donc déjà, cette probabilité, la probabilité que y2 soit égal à 2 sachant que x1 égale 0, eh bien cette probabilité vaut 0. Et ensuite, dans les deux autres cas, eh bien comme je vais lancer la pièce une seule fois et que je pourrais avoir un pile ou un face, j'aurai une probabilité de 1,5 d'avoir aucune fois pile, c'est-à-dire d'avoir qu'une fois face, et 1,5 d'avoir une fois face. Ensuite, la probabilité que y2 soit égale à... la probabilité de y2 sachant que x1 est égal à 1, donc comme x1 est égal à 1, je vais lancer la pièce deux fois. Donc j'aurai une chance sur 4 de n'avoir aucune fois pile, puisqu'il faudrait que je fasse face et face, avec des lancers de pièces qui sont eux indépendants. Les xi ne sont pas indépendants, mais les lancers de pièces le sont. J'ai une chance sur 4 d'avoir y égale 2, c'est-à-dire 2 fois pile. Je fasse pile et pile, un demi multiplié par un s qui nous fait bien le 1 quart. Et donc comme la somme des trois probabilités doit faire 1, il me reste 1 demi pour la probabilité que y2 soit égal à 1. Question D, la même chose, mais avec x2 cette fois. La probabilité que x2 sachant x1 égale 0 et la probabilité de x2 sachant x1 égale 1. Et là, évidemment, ce qu'on a fait au-dessus va nous aider. x1 égale 0, ben quand est-ce que ça se produit Si x1 égale 0, donc on lance la pièce une seule fois, et j'ai une chance sur 2 de n'avoir aucune fois pile, une chance sur 2 d'avoir au moins une fois pile, puisque de toute façon je ne peux pas avoir plus. Donc très simplement, on a la loi de x2 sachant x1 égale 0. Sachant x1 égale 1, eh bien la probabilité de n'avoir aucune fois pile, c'est celle-là, hein, c'est y2 égale 0, une chance sur 4. Et la probabilité d'avoir au moins une fois pile, ben c'est 1 demi plus 1 quart, ce qui nous fait 3 quarts, ou alors tout simplement 1 moins 1 quart, ce qui nous fait également 3 quarts. Donc, on a nos lois conditionnelles. Question E, déterminer la loi du couple x1, x2. Donc, la loi du couple x1, x2, c'est les probabilités que x1 soit égal à quelque chose, x2 soit égal à quelque chose, sachant que x1 ne peut être égal qu'à 0 à 1, x2 à 0 à 1, et on a tout ce qu'il nous faut pour faire ce travail. Donc, par exemple, la probabilité que x1 soit égal à 0 et x2 soit égal à 0, formule des probabilités composées, x1 égale 0 et x2 égale 0, sachant x1 égale 0. x1 égale 0, on l'a vu à la question de A, donc ça vaut 1,5, et x2 égale 0, sachant x1 égale 0, x2 égale 0, sachant x1 égale 0, vaut 1,5, donc ce qui nous fait une probabilité de 1 quart, que je mets ici dans le tableau, 0 et 0. Ensuite, si j'ai x1 égale 0, x2 égale 1, et donc, là aussi, hein, on va avoir x1 égale 0, multiplié par x2 égale 1, sachant x1 égale 0, mais ici, on a encore 1,5, donc ce qui nous fait aussi 1 quart. La deuxième partie, vous allez avoir 1,5 multiplié d'un côté par 1 quart, d'une autre fois par 3 quarts, ce qui va vous donner 1 huitième et 3 huitièmes, ce qui nous permet de donner la loi du couple x1 x2 dans le tableau. En déduire la loi de x2, la probabilité que x2 soit égal à 0, vous avez 1 quart plus 1 huitième, ce qui vous fait 3 huitièmes. La probabilité que x2 soit égal à 1, 1 quart plus 3 huitièmes, ce qui vous fait 5 huitièmes. Et donc, comme on avait dit un petit peu plus tôt que x2 suivait une loi de Bernoulli, il suffit qu'on garde la probabilité que x2 soit égal à 1 pour donner son paramètre. Ici, on a une probabilité de 5 huitièmes, donc x2 suit une loi de Bernoulli de paramètre 5 huitièmes. Et comme on a vu avant, une loi de Bernoulli, ça admet une espérance égale au paramètre, donc 5 huitièmes, et une variance est égale au paramètre multiplié par 1 moins le paramètre, donc 5 huitièmes multiplié par 1 moins 5 huitièmes, ce qui nous fait 3 huitièmes, 3 fois 5, 15, 8 fois 8, 64, 15 64e pour la variance de x2. Question F, la covariance. Covariance de x1, x2, donc on a vu deux façons de la calculer, mais si on est un petit peu attentif et qu'on regarde la question G, dans la question G, on nous parle de la variable S2 qui est égale à x1 plus x2. Et donc, pour la covariance, je ne vais donc pas utiliser le lien avec la somme des variables aléatoires, puisqu'on ne me la pose qu'à la question d'après, donc je vais utiliser la formule classique. La covariance de x1 x2, ça sera donc l'espérance de x1 multiplié par x2 moins l'espérance de x1 multiplié par l'espérance de x2. Or, x1 prend des valeurs
prend les valeurs 0, 1, x2 aussi, donc le produit ne va pouvoir prendre comme valeur que 0 et que 1. Et donc, je calcule la probabilité que x1 multiplié par x2 soit égal à 1. Il s'agit là aussi d'une variable aléatoire, la variable produit x1, x2 suit une loi de Bernoulli. Donc je calcule la probabilité que x1 soit égal à 1 et x2 soit égal à 1, qui est la seule façon d'avoir ici 1. Et là, le tableau nous est utile, 1 et 1, on trouve 3/8. Et donc, x1, x2 va suivre une loi de Bernoulli, de paramètres, 3/8. On a donc son espérance qui vaut 3/8, ce qui nous permet de calculer très rapidement la covariance, avec l'espérance de x1 et x2 qui vaut 3/8, moins le produit des espérances. On avait 1,5 comme espérance pour x1, 5/8 comme espérance pour x2, ce qui nous fait 1/16 de covariance pour x1 et x2. Question G. La loi de S2, qui nous servira plus tard dans l'exercice. Donc x1 plus x2, x1 peut être égal à 0 à 1, x2 peut être égal à 0 ou à 1, donc pour S2, vous pouvez être égal à 0, 1, 2. Pour être égal à 0, il faut que à la fois x1 et x2 soient tous les deux égaux à 0. Je regarde mon tableau, ce qui me fait un quart. Donc cette probabilité-là vaut un quart. Pour que S2 soit égal à 2, il faut que les deux soient tous les deux égaux à 1. Je regarde mon tableau, 3/8. Et donc la valeur qu'il me reste, S2 égale 1, 1 moins 1 quart moins 3/8, il me reste 3/8. Ce qui me permet de donner la loi de S2 facilement sous la forme d'un tableau. Son espérance, sa variance. L'espérance de S2, c'est l'espérance de x1 plus x2. Linéarité de l'espérance, c'est l'espérance de x1 plus l'espérance de x2. Et donc, espérance de x1, on avait 1,5, espérance de x2, on avait 5/8, la somme fait 9/8. La variance de S2, c'est la variance de x1 plus x2. Et là, je pourrais calculer la variance de S2 en utilisant le tableau, mais on a une formule qui va bien et pour laquelle on a déjà tout calculé. La variance de x1 plus x2, c'est la variance de x1 plus la variance de x2, plus 2 fois la covariance de x1 et x2, puisqu'ici, les deux variables ne sont pas indépendantes. La covariance, on l'a calculée. La variance de x1 et la variance de x2, on les a. On remplace, on fait le calcul, on trouve 39/64. Rien de bien compliqué. La question 3, on va poursuivre le travail, et cette fois, on va s'intéresser à la variable aléatoire Sn, qui est la somme des xk. Première question, déterminer Sn de oméga. Chaque 1 des xk peut être égal à 0 ou à 1, donc au minimum, on va être égal à 0. On peut être égal à 1, à 2, à 3, à n, donc Sn de oméga, c'est 0n. La probabilité que Sn soit égal à 0. Pour que Sn soit égal à 0, il n'y a pas 50 façons, il n'y a pas 50 possibilités, il n'y en a qu'une seule. Il faut que x1 soit égal à 0, que x2 soit égal à 0, et ainsi de suite. Donc pour avoir Sn égal à 0, il faut avoir x1 égale 0, et x2 égale 0, et xn égale 0. Ce n'est pas possible autrement. Malheureusement, les variables aléatoires ne sont pas indépendantes, donc on ne peut pas utiliser l'indépendance. Par contre, on peut utiliser la formule des probabilités composées. Et donc, on va avoir la probabilité que x1 soit égal à 0, multipliée par la probabilité que x2 soit égal à 0, sachant x1 égale 0, et ainsi de suite jusqu'à la fin. x1 égale 0, c'est 1,5. Mais si x1 égale 0, c'est-à-dire que j'ai fait face, au lancer d'après, je ne lance la pièce qu'une seule fois. Et la probabilité de faire à nouveau face vaut donc 1,5. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc j'obtiens un produit de 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 qui me fait 1,5 à la puissance n. Donc la probabilité que Sn soit égal à 0 est égale à 1,5 à la puissance n. Question B. Quel type de loi suit Xn ? L'énoncé nous dit que tous les xi, donc en particulier Xn, ne prend comme valeur que 0 et 1. Donc Xn va suivre une loi de Bernoulli. On ne sait pas encore quel paramètre, mais ça va être une loi de Bernoulli. Déterminer les lois conditionnelles de Xn, sachant Xn-1 égale 0, puis sachant Xn-1 égale 1. Si Xn-1 égale 0, c'est-à-dire qu'au rang d'avant, on a obtenu un face. Et donc, je vais, pour Xn, lancer la pièce une seule fois. J'ai donc une chance sur deux d'avoir pile, une chance sur deux d'avoir face. Donc si Xn-1 égale à 0, j'ai une chance sur deux, une chance sur deux. Si Xn-1 égale 1, par contre, je vais lancer la pièce cette fois deux fois. J'ai une chance sur 4 d'avoir aucun pile, c'est-à-dire avoir deux fois face. Et forcément, j'ai 3 chances sur 4 d'avoir au moins une fois pile. Donc voilà mes lois conditionnelles. On pose Pn égale P de Xn égale 1.
déterminer une relation entre Pn-1 et Pn. P de xn égale 1. On va utiliser la formule des probabilités totales avec le système complet d'événements associé à la variable aléatoire xn-1. Ce qui nous dit que P de xn égale 1, c'est la probabilité que xn-1 soit égal à 0 multiplié par xn égale 1, sachant xn-1 égale 0, plus la probabilité que xn-1 soit égal à 1 multiplié par la probabilité que xn soit égal à 1, sachant que xn-1 était déjà égal à 1. Et là-dedans, on a tout ce qu'il nous faut pour conclure, puisqu'on vient de les calculer ici. La probabilité que xn soit égal à 0. Alors, on ne la connaît pas tout de suite, mais on sait que la probabilité que xn-1 soit égal à 1 est égale à Pn-1. C'est comme ça que ça a été défini dans l'énoncé. Et donc la probabilité que xn-1 soit égal à 0, qui est l'événement contraire, va être égale à 1 moins Pn-1. Et la probabilité que xn soit égal à 1, sachant que xn-1 est égal à 0, on l'a calculé avant, on a trouvé 1,5. Et la probabilité que xn soit égal à 1, sachant que xn-1 vaut aussi 1, on l'a calculé aussi, on a trouvé 3/4. Ce qui nous fait, cette chose-là, on poursuit les calculs et on obtient que Pn, c'est 1/4 de Pn-1 plus 1,5. Et on vient de dire là-dedans que Pn était une suite arithmético-géométrique en fait. Vous avez un plus 1 en fait égale à 1/4 de un égale a fois un plus b, c'est bien une suite arithmético-géométrique. On peut remarquer que P1 est égal à 1,5. P1, c'est la probabilité que x1 soit égal à 1. On va traiter notre suite arithmético-géométrique comme on a l'habitude de le faire. On va résoudre l'équation x égale 1/4 de x plus 1,5. Et on résout. On trouve x égale 2/3. On pose une suite auxiliaire, un par exemple, égale Pn moins 2/3. On fait nos petits calculs, on remarque que la suite un est géométrique de raison 1/4. Son premier terme, U1, ça sera P1 moins 2/3, on trouve moins 1/6. Et donc on en déduit que notre suite auxiliaire UN, c'est moins 1/6 multiplié par 1/4 à la puissance n-1. Ce qui nous permet d'en déduire Pn. Pn, c'est donc 2/3 moins 1/6 multiplié par moins 1/4 à la puissance n-1. Et donc on a la probabilité que xn soit égal à 1. Et comme xn suit une loi de Bernoulli, on connaît la probabilité que xn soit égal à 1, donc on peut dire que xn suit la loi de Bernoulli, deux paramètres, 2/3 moins 1/6 multiplié par 1/4 à la puissance n-1. Vous remarquez que le paramètre dépend de n, c'est pas un problème. Question D, l'espérance de Sn. Attention, c'est bien l'espérance de Sn, c'est pas l'espérance de xn. L'espérance de Sn, c'est donc l'espérance de la somme des xk. Linéarité de l'espérance, c'est donc la somme des espérances de xk. Et par contre, xk, on connaît toute leur espérance, c'est cette chose-là, ici, donc 2/3 moins 1/6, 1/4 à la puissance k-1. C'est donc cette somme-là. Je découpe ma somme pour faire apparaître ce qu'il faut. Je fais apparaître une somme géométrique. Attention, c'est bien une somme géométrique et pas une série géométrique. Donc, la somme des q puissance k, pour k allant de 0 à n, vaut 1 moins q puissance n plus 1 sur 1 moins q. Donc j'adapte ma formule, je fais mes petits calculs et je trouve l'espérance de Sn ici. Et c'est ça ce qu'on nous demandait pour la question D. Question E, la loi du couple xn, xn-1. Bon. Xn, xn-1 peut prendre 0 ou 1 chacun. Donc, la probabilité que xn-1 soit égal à 0 et xn soit égal à 1, 0 et 0, c'est fait ici. Les choses sont calculées, c'est la formule des probabilités composées, ni plus ni moins, et on trouve ça. Ensuite, vous avez les calculs de la même façon pour les autres, qui après calcul vous donne ça, et donc on a la loi, qui n'est pas très sympathique, mais on a quand même la loi. La covariance, on va utiliser la même idée qu'à la question de F. C'est l'espérance de xn, xn-1. Sachant que xn, xn-1 va suivre une loi, elle aussi, de Bernoulli, dont le paramètre, donc la probabilité que le produit xn, xn-1 soit égal à 1, nous donnera le paramètre de la loi de Bernoulli. Et pour que le produit soit égal à 1, il n'y a pas 50 possibilités, il n'y en a qu'une seule. Il faut que xn-1 et xn soient tous les deux égaux à 1. Donc cette espérance va être égale à cette probabilité-là.
L'espérance de xn, l'espérance de xn-1, eh bien on les a puisqu'on connaît la loi de xn et de xn-1, ce qui nous permet d'écrire ce produit. Il y aurait peut-être moyen de simplifier l'écriture, mais honnêtement, il n'y en a pas l'intérêt. Voilà. La question 4a, donc la vidéo va suivre, et là, cette fois, je vais me remettre à écrire, puisque je l'ai fait avant. Donc il nous reste la question 4, qui est la plus difficile clairement de l'exercice, dans laquelle l'énoncé bien comportait une petite erreur, que je vais corriger ici. Alors, très exactement, l'énoncé comportait 2 erreurs, mais dont une qui ne portait pas à conséquence, et la deuxième nettement plus importante, embêtante, on va plutôt dire. Donc, question 4a, et c'est dans cette question 4a, la deuxième partie, qu'il y avait un souci. On veut déterminer une relation de récurrence qui lie Sn avec les Sk pour k strictement plus petit que n. Donc évidemment, là-dedans, dans la question 4, dès lors qu'on va nous parler de k, on prendra bien en compte que k est strictement plus petit que n. On s'intéresse à la probabilité, sachant que x1 égale 0, pardon, de Sn égale k. Donc Sn, c'est la somme x1 plus x2 plus xn, et on sait là-dedans que x1 est égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on a dans cette histoire-là? Sn, en fait, c'est la variable aléatoire, c'est la somme, pour k allant de 1 à n, des xk. Mais on sait que x1 est égal à 0. Donc c'est x1 plus la somme, pour k allant de 1 à n de xk, donc ça c'est valable, peu importe que l'on sache que x1 soit égal à 0 ou pas. Et donc, on a donc Sn, sachant que x1 est égal à 0, cette variable aléatoire, c'est quoi? C'est juste la somme, ici j'ai marqué 1 mais c'est 2, pour k allant de 2 à n des xk. Bref, Sn, sachant que x1 égale 0, est une somme de n-1 variable aléatoire et dont la première, x2, va suivre une loi binomiale, mais comme x1 est égal à 0, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de face au premier lancer, on n'a pas eu de pile au premier lancer, eh bien on lance qu'une seule fois la pièce, avec x2 qui en fait va suivre la même loi que x1 ici, avec x2 sachant x1 égale 0, qui suit, je notais ça comme ça, la même loi que x1. Et, en fait, la loi de chaque xi, sachant que xi-1 égale quelque chose, ne dépend que de xi-1. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé 2 lancers avant n'influe pas sur le lancer 2 fois après. Et donc si on regarde bien, on a une somme de n-1 variable aléatoire dont la deuxième suit la même loi que la première. Par ailleurs, il faut le mettre d'autre part, Sn-1 est une somme de n-1 variable aléatoire avec x1 qui suit la même loi que x1. Hein. Et ici, la loi de chaque xi ne dépend que de xi-1. Donc finalement, Sn, sachant x1 égale 0, et Sn-1 ont la même loi. D'où la probabilité, sachant que x1 égale 0, de Sn égale k, est égale à la probabilité que Sn-1 soit égal à k.
Voilà pour la première partie de la question 4A. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? On va annuler. Insérer une page après. Mais non, c'est bon, j'avais dupliqué. Insérer une page après. Donc, deuxième partie de la question 4A, c'est là qu'il y avait une erreur. On va ensuite montrer, on va ensuite justifier que, et c'est là la bonne formule qu'il va falloir utiliser, la probabilité, sachant que x1 égale 1, de Sn plus 1 égale k, c'est un quart de la probabilité que S n-1 et non pas Sn est égal à k-1, ça c'est bon, plus 3 quarts de la probabilité, sachant x1 égale 1, de Sn égale k-1. Voilà, c'est ça la bonne chose, hein. Ici il manquait le moins 1. Alors en fait dans la question 4b, il y a une petite erreur aussi, mais qui elle ne porte pas à conséquence, on en reparlera après. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va appliquer la formule des probabilités totales avec un système complet d'événements. On applique la formule des probabilités totales avec le SCE lié à la variable aléatoire x2. Et ça, on l'applique non pas à la probabilité globale, mais à une probabilité particulière, à la probabilité conditionnelle. Parce qu'une probabilité conditionnelle, c'est avant tout une probabilité. P sachant x1 égale 1. On a donc la probabilité, sachant que x1 égale 1, d'avoir Sn plus 1 égale k. C'est donc la probabilité, sachant x1 égale 1, d'avoir x2 égale 0 et Sn plus 1 égale k, plus la probabilité, toujours sachant que x1 égale 1, non pas moins 1, d'avoir x2 égale 1 et eh bien, Sn plus 1 égale k. C'est-à-dire la probabilité, sachant x1 égale 1, de x2 égale 0, multiplié par la probabilité, toujours sachant x1 égale 1, mais cette fois on conditionne par le deuxième élément en plus, et x2 égale 0, d'avoir Sn plus 1 égale k. Plus, je fais la même chose ici, la probabilité, sachant que x1 est égal à 1, d'avoir x2 égale 1, multiplié par la probabilité, même chose que juste avant, sachant que x1 égale 1 et x2 égale 1 cette fois, d'avoir Sn plus 1 égale k. Cette chose-là, on a vu auparavant que ça c'était égal à un quart, et cette chose-là, on a vu auparavant que c'était 3 quarts. En même temps, ça peut se retrouver facilement, si on ne veut pas remonter tout. Si j'ai obtenu une fois pile au premier tirage, je lance 2 fois la pièce, et donc j'ai une chance sur 4 de ne pas faire pile du tout dans mes 2 lancers. Et puis, forcément, si j'ai obtenu une fois pile au premier lancer, au deuxième lancer, eh bien, j'ai 3 chances sur 4 d'avoir au moins une fois pile. Et donc, on a un quart, multiplié par la probabilité, sachant que x1 égale 1, et que x2 est égal à 0, d'avoir Sn plus 1 égale à k, plus 3 quarts de la probabilité, sachant que x1 égale 1, et que x2 est égal à 1, d'avoir Sn plus 1 égale à k. Voilà ce que j'ai. Alors, c'est pas encore tout à fait ce qu'on nous demande, mais on va y venir. Ici, si je regarde cette probabilité-là,
Donc j'ai x1 qui vaut 1, x2 qui vaut 0, et donc le reste que j'ignore. Comme je suis dans cette configuration-là, je vais avoir ici la même probabilité que celle d'avoir S, moins les deux lancés, donc Sn plus 1 moins 1, Sn plus 1, pardon, pas moins 1, mais moins 2, ce qui nous fera effectivement un petit peu plus tard Sn moins 1, égale, ici j'ai le 1, donc ce qui va me donner le K moins 1. On peut remarquer que cette suite, donc qui sera de Sn moins 1, elle va commencer à X, le premier lancé que je ne connais pas, c'est x3, qui part avec la même loi en fait que x1, puisque ici x2 était égal à 0. Donc c'est pour ça que ça marche bien comme ça. Et ensuite, ma deuxième partie, là le problème c'est que j'ai x1 égale 1, x2 égale 1. Et donc, mon troisième lancé part sur une probabilité qui n'est pas la même que x1. Donc c'est pour ça qu'ici je ne peux pas retirer les deux. Je vais juste en retirer un. Donc je vais conserver mon x1 égale 1. Comme ça, je pars d'un deuxième lancé qui est donc x, qui serait x2 en fait, mais qui sera la même loi que x3 ici. Donc je vais avoir Sn plus 1 moins 1 est égal à, bien comme j'ai retiré 1 ici, K moins 1. C'est le même principe exactement que ce que l'on a fait au-dessus. On fait bien attention aux lois de toutes les variables x quelque chose. Et comme on n'a pas 0, on est parfois obligé de retirer 1. Ce qui nous fait donc un quart de P de S n-1 égale K-1, plus 3 quarts de P, sachant x1 égale 1, de Sn égale K-1. Et donc ça, c'est la probabilité, sachant que x1 égale 1, de Sn plus 1 égale K. Pour moi, c'est vraiment cette deuxième partie qui est la question difficile de l'exercice. Question 4b. Démontrer par récurrence que pour tout entier, on a machin. Bon, très bien. On se donne un entier n appartenant à n étoiles, bien que en fait on puisse prolonger ça pour n égale 0. En disant que S0, on n'a pas lancé, on n'a pas tiré de boule, donc S0 vaut toujours 0. Hop, on note Pn la proposition, qui est P, sachant x1 égale 1, de Sn égale K, pour un certain entier K strictement plus petit que n, qui sera donc la somme, et c'est là qu'il y a ce que l'on peut considérer comme étant une erreur, l'énoncé dit K plus 1. Et en fait, on peut s'arrêter à K. Alors, c'est pas vraiment faux d'écrire K plus 1, parce que la probabilité, ça sera la probabilité que S quelque chose soit égal à moins 1, et c'est pas possible, donc la probabilité vaut 0. Donc ça sert à rien en fait d'aller jusqu'à K-1 pour avoir une probabilité qui vaut 0, autant s'arrêter juste avant. Donc là, le K plus 1 n'est pas vraiment une erreur, mais ça sert à rien. Donc autant, pourquoi je mets des parenthèses autour de 1 quart, j'en sais rien. 3 quarts à la puissance P moins 1, multiplié par la probabilité d'avoir S n moins P moins 1, égale K moins P. Bon. Donc nous, on doit faire ce calcul. On va regarder ce qui se passe par exemple pour S1. Pour S1, vous avez S1 de oméga qui vaut quoi? Qui vaut 0 et 1. Alors comme j'ai dit, on pourrait même faire pour S0, mais on sera un petit peu embêté. On n'oublie pas ici que K doit être strictement plus petit que N. Donc on va s'intéresser. On va initialiser. Donc nous devons calculer la probabilité, sachant que x1 est égal à 1, donc de S1 qui vaut 0. Et donc ça, c'est pas possible. Donc normalement, on doit trouver 0. Je dois donc avoir 0 d'un côté, et d'autre part, la somme pour P allant de 1
à k qui vaut 0, de ce qu'il faut, hein, 1 quart, 3 quarts à la puissance p-1, probabilité de Sn moins p moins 1 qui vaut k moins p. Cette somme, c'est une somme de rien du tout en fait, hein, puisque p ne peut pas aller de 1 à 0, donc cette somme vaut 0. Et donc P0, 1 est vrai. Hérédité. Donc on se donne un entier n, tel que Pn est vrai. Alors là, ça vaut le coup de d'écrire ce que c'est que Pn plus 1 pour bien avoir notre objectif. Montrons que, même si pour certaines propriétés simples, c'est pas forcément la peine de l'écrire, ici je pense que ça va être important pour savoir ce qu'on doit obtenir. P de S n plus 1 égale K égale, donc on doit avoir la somme pour P allant de 1 à K plus 1, cette fois on a bien le K plus 1, des 1 quart. Pourquoi je marque à la puissance? Non, c'est quart ici, hein. C'est n qui varie. 3 quarts à la puissance P moins 1, ça ne change pas. Probabilité d'avoir S n plus 1 moins P moins 1, et ça en fait ça vaut n moins P, égale K moins P. Bon, on va faire ce calcul. La probabilité, sachant x1 égale 1, de S n plus 1 égale K. Et là, évidemment, on fait tout de suite le rapprochement avec la question précédente. La question précédente nous dit que c'est 1 quart de la probabilité que S n moins 1 soit égal à K moins 1, plus 3 quarts de la probabilité, sachant que x1 égale 1, d'avoir Sn égale K moins 1. Et c'est ça, en fait, qui fait le lien avec ce qui précède. Donc on va avoir 1 quart. 1 quart multiplié par la probabilité que S n-1 soit égal à K-1, plus 3 quarts. Et ça, c'est l'hypothèse de récurrence qui le dit. 3 quarts de la somme pour P allant de 1 à K-1 des 1 quart, 3 quarts à la puissance P-1, probabilité que S, notre hypothèse de récurrence n-p-1, soit égale à K-1 moins P. Un jeu d'écriture, il faut faire attention, c'est tout. Donc on va avoir ici 1 quart, probabilité que S n-1 soit égal à K-1, plus le 3 quarts, je le rentre dans la somme. La somme pour P allant de 1 à K-1, des 1 quart, 3 quarts à la puissance P, probabilité d'avoir Sn-, je vais l'écrire comme ça, P plus 1, on va voir pourquoi après, est égal à K moins P plus 1. Et ensuite, je vais faire un petit changement d'indice, parce qu'ici, je ne voudrais pas avoir P, mais je voudrais avoir P moins 1. Donc on va avoir 1 quart, probabilité d'avoir S n-1 égale K moins 1, plus la somme, alors ici, je vais écrire ça là, en posant I est égal à P plus 1, et donc P qui vaut I moins 1. Donc on va avoir la somme pour I allant de 2 à K-1 plus 1 à K, des 1 quart. 3 quarts, P c'est I moins 1. Évidemment, on l'a fait pour ça. Probabilité que S n moins P plus 1 c'est I est égal à K moins P plus 1 c'est I aussi. Donc j'ai exactement la forme ici que je voulais.
j'ai exactement ce que je voulais. Problème, c'est les bornes de ma somme. Donc ici, j'ai une bonne borne, mais je ne commence pas à i égale 1. Ben ça, c'est pas très grave, puisque c'est ce morceau-là qui va nous donner ce qu'il nous faut. 1 quart multiplié par 3 quarts à la puissance 0, c'est 1, donc je multiplie par 1. Probabilité d'avoir S n-1 est égal à k-1. Et ça, le 0, en fait, c'est 1 moins 1. Plus la somme pour i allant de 2 à k, des 1 quart, 3 quarts à la puissance... Alors, je vais remettre un p ici. p moins 1, probabilité que Sn-p soit égal à k-p. Et si vous regardez bien, hein, cette chose-là, bah, si dans cette formule-là, je remplace p par 1, ça, c'est 1 quart, 3 quarts à la puissance p moins 1, probabilité d'avoir S n-p égale k-p, avec p égale 1. Et donc, bah, j'ai bien ce que je voulais. J'ai donc la somme pour p allant de 1 à k, des 1 quart, 3 quarts à la puissance p moins 1, probabilité d'avoir S n-p égale à k-p. On a presque terminé, il reste à conclure cette récurrence. Conclusion. Par principe de récurrence, pour tout n appartenant à n étoile, pour tout k inférieur à n, la probabilité, sachant que x1 est égal à 1, d'avoir Sn égale k, est égale à la somme pour k allant de... Non, c'est p, pardon. P allant de 1 à k, des 1 quart, 3 quarts à la puissance p moins 1, multiplié par la probabilité d'avoir Sn moins p moins 1 est égal à k moins p. Question C. En déduire la probabilité que Sn soit égal à k. On a calculé la probabilité que Sn soit égal à k sachant x1 égale 0. On a calculé la même chose sachant x1 égale 1. Bah évidemment, c'est de la formule des probabilités totales. D'après la formule des probabilités totales avec le SCE lié ou associé, hein, c'est peut-être mieux, à la variable x1, vous avez donc la probabilité d'avoir Sn égale k, qui est égale à la probabilité de x1 égale 1, multiplié par la probabilité, sachant que x1 est égal à 1, d'avoir Sn égale k, plus la probabilité d'avoir x1 égale 0, multiplié par la probabilité, sachant que x1 égale 0, de Sn égale k. Et là, on a tout. La probabilité que x1 soit égal à 1, c'est 1,5. La probabilité, sachant que x1 est égal à 1, que Sn soit égal à k, c'est ce que l'on a vu juste au-dessus. C'est donc cette somme, alors la somme, l'indice c'est pas k, je n'y ferai pas, l'indice c'est p, des 1 quart, 3 quarts à la puissance p moins 1, probabilité d'avoir Sn moins p moins 1 est égal à k moins p. Alors ça, c'est assez moche comme somme, mais c'est exactement ce qu'on nous demande de retrouver, donc c'est pas très grave. Plus la probabilité que x1 soit égal à 0, bah, elle vaut 1,5. Et ça, on a vu au tout début de la question 4a que c'était la probabilité d'avoir Sn-1 égale à k. Et donc on a quoi? Si je réécris les choses dans le bon ordre, donc comme ça je pourrais encadrer en même temps, la probabilité d'avoir Sn égale k
vaut 1 demi de la probabilité d'avoir S n-1 égale K, plus le 1 demi que je rentre dans la somme. La somme pour P allant de 1 à K, 1 quart fois 1 demi, ce qui nous fait 1 huitième. 3 quarts à la puissance P-1, multiplié par la probabilité d'avoir S n moins P moins 1 est égal à K moins P. Et voilà pour la partie mathématique de tout ça. Reste la dernière question. Une question qui n'est pas simple du tout. Proposer une fonction en Python qui donne une valeur approchée de P de Sn égale K, n et K étant donnés en entrée. Bon, on va calculer ça. Def, je vais l'appeler par exemple proba, de n et de K. Alors, il y a plusieurs choses que l'on peut faire là-dedans. Déjà, régler le cas où n égale à 0. If n égale 0 et k égale 0, la probabilité que S0 soit égal à 0, elle vaut 1. Return 1. Sinon, si n est égal à 0, et donc k vaut 1, ou k vaut autre chose d'ailleurs, hein, dans ce cas-là, on va renvoyer 0. C'est pas possible. Alors, j'aurais dû commencer ça sur une page Elif. Alors maintenant, je vais traiter les cas relativement simples. K égale 0. Dans ce cas-là, la question dont j'oublie le numéro, la question 3A nous donne la réponse. Donc la question 3A, où est-elle? Il faut remonter pas mal. B3A, 1 demi à la puissance n. Dans ce cas-là, on renvoie 1 demi à la puissance n. Sinon, je peux regarder ce qui se passe si n égale k. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on doit renvoyer? On a 1 demi, si n est égal à k, hein, c'est-à-dire que la somme vaut n, et dans ce cas-là, on a 1 demi pour le premier lancer, et pour tous les autres lancers, on a du 3 quarts à la puissance n-1. Et si jamais k est strictement plus grand que n, dans ce cas-là, on va renvoyer 0. Et dans tous les autres cas, en fait, le plus simple dans l'histoire, c'est d'utiliser une fonction récursive. Donc dans tous les autres cas, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais renvoyer 1 demi multiplié par P de Sn-1 égale K. Donc proba de n-1 et de K, que la machine pourra calculer. Plus, alors là je dois faire une somme. Je vais calculer ma somme à part. Else, on va faire autrement. On va mettre S égale 0. For K in, alors je ne vais pas l'appeler K, mais je vais l'appeler P in range. Je dois partir de 1 et je dois aller jusqu'à K, donc K plus 1 pour avoir le K inclus. S est égal à S plus 1 huitième, donc 0,125, multiplié par 3 quarts à la puissance P-1, multiplié par la proba
de n moins p moins 1 et de k moins p. À la fin de ma boucle, c'est là que je vais renvoyer ce qu'il me faut. Je renvoie le 1,5 de proba de n-1 et de k, plus ma somme S. Donc ça, c'est une fonction dite récursive, c'est-à-dire une fonction qui s'appelle elle-même. On l'a déjà travaillé l'année dernière. On pourrait faire ça de façon tout à fait, juste avec des boucles, de façon itérative. Mais c'est plus compliqué, notamment parce que dans ce cas-là, on a tout intérêt à stocker les valeurs que l'on a calculées au fur et à mesure pour pouvoir les réutiliser dans le calcul. Ici, en fait, en théorie, avec ces fonctions récursives, on ne stocke rien, donc on fait beaucoup de calculs et beaucoup de fois les mêmes calculs de façon inutile. En pratique, Python est bien conçu et il va conserver en mémoire certains résultats, ce qui évite de les recalculer tout le temps. Voilà. Voilà pour ce dernier exercice récapitulatif de ce chapitre 7.